Bonsoir, bienvenue dans l'auditorium Germaine Tillon du MUSEM. Merci d'être là. On va dire quand même de plus en plus nombreux pour ces séances hebdomadaires des porteurs de rêves. Alors ce soir, une nouvelle séquence qui, je pense, va être vraiment très très belle. C'est un porteur de rêves particulier, Nietzsche, qui était, comme vous le savez, philosophe, qui était, vous le savez certainement aussi, amateur de musique, mais qui fut aussi, à ses débuts, jeune compositeur. Et c'est Paolo Di Orio qui va nous présenter Nietzsche. Alors Paolo Di Orio est lui-même philosophe, musicien, et il fut lui aussi, on va dire dans sa jeunesse, compositeur. Alors ce soir, c'est une séance particulière. Vous avez l'habitude maintenant de voir des images, mais ce soir, nous aurons en plus de la musique et du son. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et comme d'habitude, après la conférence de Paolo Di Orio, il y aura ce petit échange, questions-réponses avec vous tous. À tout à l'heure. Merci pour cette belle présentation et pour cette invitation. J'ai plusieurs choses que je voudrais vous dire, donc je commence tout de suite. Les micros, vous m'entendez? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut monter les sons un petit peu? Oui, voilà. Non, parce qu'on m'a dit que je ne dois pas m'approcher. C'est le micro qui vient à moi. Donc, si vous m'entendez peut-être mieux maintenant, c'est bon, ça va mieux. Et donc, je vous amène tout de suite au théâtre Paganini des Gênes, le 27 novembre 1881. Et c'est la première de Carmen à Gênes, au théâtre. Et Nietzsche y assiste pour la première fois à la représentation de la Carmen de Bizet. Les jours suivants, il écrit une lettre à son ami musicien et compositeur, Heinrich Köselitz, qui se trouvait à Venise. « Hurrah, ami !» il lui écrit, « ait eu de nouveau la révélation d'une belle œuvre, un opéra de François Bizet. Qui est-ce? Carmen, avec accent aigu. Cela s'écoutait comme une nouvelle de Mérimée, spirituelle, forte, émouvante par endroits. Un talent authentiquement français d'opéra comique, nullement désorienté par Wagner, en revanche un vrai élève d'Hector Berlioz. Je ne pensais pas qu'une chose de ce genre était possible. Il semble que les Français soient sur une meilleure voie dans les domaines de la musique dramatique. À Gênes, Carmen était interprétée par la Célestine Galli-Marié, qui est celle qui avait joué Carmen lors de la première à Paris, les 3 mars 1875, à l'Opéra Comique. Cette première, dont vous voyez ici l'affiche, s'était terminée à un demi-fiasco, car le public n'était pas prêt à passer de l'image du soprano angélique à la figure d'une héroïne impure, hors la loi, qui trouve la mort à la fin de l'opéra. Si vous songez au fait qu'à l'opéra comique, normalement, on louait des loges pour organiser des mariages, vous comprendrez que, mis à part la nouveauté de la musique, déjà les choix du sujet étaient assez problématiques. En octobre, traduit en allemand et en italien, et avec les récitatifs composés par Ernest Guiraud, un ami de Bizet, à la place des dialogues parlés de la version originale, Carmen commença sa carrière à l'étranger, et son succès à l'étranger, d'abord à Vienne, où elle fut appréciée par Richard Wagner, et puis dans d'autres villes d'Europe, dont Gênes, justement, en 1981. L'ami de Nietzsche répond de façon laconique. Bizet est mort jeune, il y a 6 ans, il était un élève d'Halévy, on donne Carmen depuis 2 mois à Vienne avec la Luca, c'est une célèbre cantatrice de l'époque, et ici aussi, à Venise, elle passe souvent, mais je ne l'ai pas encore entendue. Donc Nietzsche insiste. Il retourne au théâtre et il écrit de nouveau à son ami musicien le 5 décembre. Cela m'a donné un coup de cœur d'apprendre que Bizet est mort. J'ai entendu Carmen pour la 2e fois et eu de nouveau l'impression d'une nouvelle de premier ordre, comme par exemple de Mérimée. Une âme passionnée et si attirante. Pour moi, cette œuvre vaut un voyage en Espagne. Une œuvre extrêmement méridionale. Ne riez pas, vieil ami, mon goût ne se méprend pas si facilement de façon aussi totale. Köselitz, qui certainement souriait un peu de cet enthousiasme, répond encore sceptique, tout en promettant d'aller voir Carmen à la prochaine occasion. Nietzsche persévère, et le 8 décembre,
avant même d'avoir reçu la réponse de Köselitz, envoie une nouvelle carte postale à Venise. Il lui est venu à l'esprit qu'il existe vraiment un conte de Mérimée intitulé Carmen. Il n'avait pas fait les rapprochements, enfin il avait fait les rapprochements, mais comme ça, il ne le savait pas. Et il ajoute que les chefs-d'œuvre de Bizet est le meilleur opéra qui soit, et aussi longtemps que nous vivrons, il figurera à tous les répertoires d'Europe. Il était bon prophète. Et cette fois, son correspondant ne répond même pas. Alors Nietzsche achète une partition pour piano de l'opéra, il la note en marge et l'envoie à son ami compositeur avec cette lettre. « Voici Carmen, cher ami. Je me suis permis d'y insérer quelques notes en marge, confiant dans votre humanité et votre musicalité. In summa, je vous donne peut-être une belle occasion de rire à mes dépens. » Partition en main, Gast commence à se rendre compte qu'il s'agit de quelque chose d'important. Il lit et joue Carmen presque chaque jour avec une vénération toujours croissante. Comme il l'avoue à son ami philosophe, « Mon étonnement est grand. Les plaisirs les plus intenses, je l'ai éprouvé à la lecture de vos intéressantes annotations sur la musique, à partir desquelles je me suis à nouveau rendu compte que vous êtes beaucoup plus musical que moi, les musiciens. » Les archives Goethe-Schiller de Weimar conservent encore aujourd'hui la partition de Carmen annotée par Nietzsche, dont nous allons commenter quelques pages. Mais avant de commenter ce que Nietzsche a écrit dans les marges de Carmen, je voudrais vous faire saisir la disposition d'esprit dans laquelle s'est trouvé à Gênes en 1881, au moment où il a découvert cet opéra. Cette disposition d'esprit, en effet, est particulièrement appropriée, je trouve, au lieu où nous nous trouvons ce soir, qui, depuis le sud de la France, célèbre et représente les civilisations de la Méditerranée. Cette disposition d'esprit s'appelle les gai savoirs, ou en provençal, la gaia scienza. Je le prononce à l'italienne, je ne sais pas comment ça se prononce en provençal, mais vous pourriez peut-être m'aider. Pour expliquer ce qu'est la gaia scienza, il n'y a rien de mieux que de lire un guide touristique allemand. Le guide touristique publié par Theodor Xellfels en 1878. Au chapitre consacré à la Provence, nous lisons « Les Provençaux avaient reçu des royaumes arabes d'Espagne les premières inspirations et les premières formes de la poésie et les avaient unis à leur goût de l'héroïsme et des délices de l'amour. Eux, qui avaient été vaincus par les chevaliers français, vivaient en vainqueurs en Provence au sein de la culture poétique de la gaia scienza. En Provence, la poésie devenait une sorte de tournoi de l'esprit auquel le peuple dans son entier prenait part. Et à ce moment, Xellfels présente une liste des formes de la poésie provençale. Eh bien, ces formes sont exactement les mêmes que vous trouvez dans la page où Nietzsche, pour la première fois, cite l'expression « gai savoir ». À l'automne 81, vous voyez, nous sommes à la même époque de Carmen, la première fois que Nietzsche utilise l'expression « gaia scienza », sur les contreplats d'un de ses cahiers, l'endroit où il posait souvent l'esquisse des titres de ses livres, il l'accompagne justement d'une liste des formes de la poésie provençale qui suit parfaitement l'énumération contenue à la page 313 du guide de Theodor Xellfels. Comme vous les voyez, Nietzsche reprend exactement les mêmes mots. Albas, Morgenlieder, c'était exactement ce qu'il disait Xellfels, Abendlieder, Serenas, voilà. En français, peut-être on les voit encore mieux. C'est donc dans les pages de ce guide touristique que Nietzsche a découvert l'expression gaia scienza. Cette source a été récemment découverte par Giuliano Campioni, un collègue de Pise, grand spécialiste de Nietzsche. Après, on s'était toujours interrogé entre chercheurs spécialistes de Nietzsche où Nietzsche avait trouvé et pourquoi surtout il avait choisi cette expression. Et nous avons même un reçu d'achat conservé encore aujourd'hui aux archives Goethe-Schiller de Weimar
et selon lesquels Nietzsche avait acheté les livres de Gzelfeld le 24 janvier 80 à Naumbourg. Et par ailleurs, nous avons aussi une lettre du 27 mars où il demande à sa sœur de lui envoyer ses guides en Italie. Donc, maintenant, trouver la source n'est pas uniquement un détail érudit, car cela nous permet de comprendre les sens que Nietzsche donnait au gai savoir. La lecture du texte de Gzelfeld nous confirme que dès le début, Nietzsche utilise les concepts de Gaia Scienza moins pour définir une forme particulière des sciences que pour caractériser une attitude envers la vie qui s'était manifestée au XIIe siècle en Provence et qu'il considère comme un point lumineux, c'est son expression, dans l'histoire de l'humanité. Lisons encore quelques lignes de ce texte pour comprendre qu'est-ce qu'étaient les gai savoirs pour Gzelfeld et pour Nietzsche aussi. L'auteur nous présente tout d'abord la nature hybride de la culture provençale, qui est le résultat d'une union spirituelle entre la chevalerie orientale, mauresque, et occidentale, chrétienne, et qui en même temps propage un mouvement religieux qui se bat contre la corruption de la spiritualité. Même si la couronne française, avec des mesures politiques et religieuses, parvint progressivement à dominer l'esprit libre et la culture lumineuse du sud de la France, elle ne réussit pas à étouffer les chants des troubadours. Et Gzelfeld termine en disant que ainsi, les nombreux troubadours de la Provence ont fait de la Gaia Scienza un chant passionné, brûlant de liberté, prophétique autant que nostalgique et assoiffé d'amour, une image de tous les pays. Or, l'année précédente, Nietzsche avait trouvé cette même idée dans De l'amour de Stendhal. Je vous lis un passage où Stendhal dit qu'il faut considérer la Méditerranée comme le foyer de la civilisation européenne. Les bords heureux de cette belle mer, si favorisée par les climats, l'étaient encore par l'état prospère des habitants et par l'absence de toute religion ou législation triste. Stendhal soulignait que les clergés du Midi avaient comme paganisé les christianismes. D'autre part, les rapports avec les Arabes d'Espagne avaient éveillé l'esprit poétique des populations du Midi. Les Provençaux du Xe siècle, virent chez les Arabes qu'il y avait des plaisirs plus doux que piller, violer et se battre. Jusqu'au moment où la croisade contre les Albigeois avait tragiquement interrompu l'essor de la culture provençale. Quant aux barbares, c'étaient nos pères, dit Stendhal. Une rage sauvage les animait, comme tous ceux qui portaient contre tous ceux qui portaient quelques traces des civilisations. Surtout, ils n'entendaient pas un mot de cette belle langue du Midi, et leur fureur était redoublée. Plus d'amour, plus de gaieté, plus de poésie. Quand il lit ces pages, Nietzsche est en train de travailler un nouveau livre qui devait être la continuation d'Aurore. Il décide alors de faire revivre l'esprit de cette civilisation et donne à son livre, qui paraîtra à l'été 82, le titre Die Fröhliche Wissenschaft, traduction allemande de la Gaia Scienza, des troubadours. Bon, étant donné que la signification de la Gaia Scienza provençale à l'époque était clairement expliquée dans un guide touristique à grande diffusion, et en plus d'apparaître dans des textes littéraires comme celui de Stendhal et dans de nombreux textes savants, que je ne vous cite pas, mais par exemple l'histoire de la poésie provençale de Claude Fauriel ou les origines de la Renaissance en Italie d'Émile Gebhard, qui voyait tout un lien entre la Provence et la Renaissance italienne via la poésie sicilienne. Donc le philosophe pensait que ses lecteurs auraient facilement saisi l'essence de l'ouvrage. Une lettre de son vieil ami, le grand philologue Erwin Rode, lui fit bientôt comprendre qu'il n'en irait pas ainsi. Rode n'avait retenu de ses nouveaux livres que l'élément personnel, le ton littéraire qui lui laissait présager une amélioration de l'état de santé de Nietzsche, qui était gravement malade à l'époque. Et son ami lui écrivait « Naturellement, ce gai savoir ne veut pas encore m'apparaître comme un savoir,
mais il a maintenant l'air vraiment plus libre et plus gai. C'est qui oblige les philosophes à préciser à son ami, à sa réponse. Quant au titre « Les gais savoirs », je n'ai pensé qu'à la Gaia Scienza des troubadours. Voilà pourquoi les petits poèmes. En effet, dans la première édition du Gai Savoir, le Gai Savoir s'ouvre par quelques petits poèmes, alors que la deuxième édition contient même une appendice intitulée « Chansons du prince hors la loi ». Et en commentant ces poèmes, Nietzsche écrit qu'il rappelle très explicitement les concepts provençaux de la Gaia Scienza, cette unité des chanteurs, chevaliers et esprits libres, par laquelle cette merveilleuse et précoce culture des Provençaux se distingue de toutes les cultures équivoques. Pour éviter tout malentendu, dans la deuxième édition du Gai Savoir, Nietzsche avait prié son éditeur d'ajouter au titre allemand un sous-titre provençal. Vous voyez, ça, c'est la frontispice de la deuxième édition. Mais alors, résumons. Qu'est-ce que les Gai Savoirs de Nietzsche? Le livre de Nietzsche, le livre de Nietzsche ne définit pas le concept d'une science gaie, ni ne donne une description historique de la civilisation provençale. Il ne décrit pas les Gai Savoirs, mais il les pratique. Il contient des poèmes et des aphorismes qui entendent contribuer à créer une nouvelle manière de voir le monde, et donc une nouvelle morale et une nouvelle civilisation. Une nouvelle civilisation qui se réclame de l'héritage de la culture provençale, une culture hybride, supranationale, heureuse, qui affirmait la vie et qui a été précocement étouffée par la violence. Comme les troubadours, à travers la poésie, ont créé une nouvelle manière de ressentir l'amour, de même Nietzsche entend créer, aphorisme après aphorisme, une nouvelle manière de ressentir différemment les passions, les émotions, tout ce qui donne des couleurs au monde qui nous entoure. En particulier, un philosophe, il entend changer notre rapport à la connaissance. Plus que l'amour-passion, c'est la passion de la connaissance qui les séduit. Il pense même qu'on pourrait concevoir la vie tout entière comme un moyen de la connaissance, et non, comme il écrit, non un devoir, non une fatalité, non une tromperie. Et la connaissance elle-même est pour lui un monde des dangers et des victoires dans lesquels les sentiments héroïques aussi ont leur lieu où danser et se battre. C'était l'aphorisme 324 du Gai Savoir, qui évoque l'idée d'une vie consacrée à la connaissance et l'idée d'un combat avec des idées. Mais quelles sont ces idées avec lesquelles il faut combattre? Retournons encore une fois aux manuscrits qui nous disent souvent, davantage que les textes, quelles sont les intentions d'un auteur. À l'été 81, vous voyez la même période, la pensée de l'éternel retour de l'identique s'est emparée de Nietzsche. Vous en voyez ici la première ébauche dans ses cahiers. Depuis un an, il la porte avec lui, en la travaillant et en se laissant travailler par elle, sans avoir le courage de l'exprimer publiquement. L'éternel retour aux yeux de Nietzsche est pour toute une tradition de la pensée pessimiste. Elle est sommet, ou plutôt le fond noir du nihilisme, qui déclare que l'existence de l'homme et de l'univers n'a aucun sens et qu'elle ne fait que répéter éternellement les mêmes événements et les mêmes malheurs. Pour affronter cette idée, pour la supporter sans maudire la vie, ou alors pour trouver même quelle est l'idée la plus divine jamais exprimée, il faut aimer profondément la vie. Il faut être expert dans l'art de l'embellir. Il faut savoir combattre. Il faut être, comme l'écrit Nietzsche, gai et vaillant, comme un ancien chevalier du Gai Saber. Gai Saber, c'est l'autre expression que Nietzsche utilise pour indiquer la Gaia Scienza des Provençaux. Donc, la gaieté du Gai Savoir
se détache sur un fond horrible et inexprimé de l'idée de l'éternel retour qui n'apparaît soudainement qu'à l'avant-dernier aphorisme de l'ouvrage. Comme dans d'autres cas, c'est la fin du livre qui nous donne la clé pour le comprendre. Immédiatement après, vous voyez l'avant-dernier aphorisme, c'est ça, et est consacré, si mon curseur arrive, vous les voyez là, tout en haut, et c'est consacré à la première exposition de l'idée de l'éternel retour du même. Et immédiatement après, vous avez un autre aphorisme intitulé Incipit Tragedia, qui n'est rien d'autre que la première page de Ainsi parlait Zarathustra. Donc, immédiatement après, la passion de la connaissance se transforme en tragédie de la connaissance, Incipit Tragedia, et enchaîne directement sur le livre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra, les livres successifs. Donc, les Zarathustra que Nietzsche publiera l'année suivante, mais dont les brouillons sont contemporains de la pensée de l'éternel retour, du gai savoir, met en scène les combats du protagoniste avec cette pensée, la pensée de l'éternel retour du même, et les longs processus de maturation des Zarathustra pour l'assimilation de la philosophie de l'esprit libre. Parfois on dit, entre interprètes de Nietzsche, qu'avec Zarathustra, il y a une nouvelle phase de la philosophie de Nietzsche qui s'ouvre et il y a une sorte de coupure par rapport à la philosophie de l'esprit libre que Nietzsche avait exposée dans les 3 grands livres d'aphorismes. Eh bien, c'est sûrement une nouvelle phase, même stylistique, mais d'un point de vue des contenus, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que, au contraire, Zarathustra est un résumé de la philosophie de l'esprit libre. On peut le démontrer aussi à partir des manuscrits, parce qu'on voit que Nietzsche a écrit les paraboles des Zarathustra en utilisant les matériaux, souvent en faisant des recueils d'aphorismes, en les synthétisant encore davantage, en les condensant encore davantage, et puis en faisant un montage à l'intérieur de cette nouvelle forme stylistique. Et l'idée est que l'assimilation de la philosophie de l'esprit libre permet à Zarathustra d'accueillir et finalement d'exprimer la pensée de l'éternel retour. Nietzsche écrira dans une lettre « Le bonheur que j'ai représenté dans les Gai Savoirs est en substance le bonheur d'un homme qui commence à se sentir enfin mûr pour une tâche vraiment grande et qui a de moins en moins de doutes quant à son droit à accomplir cette tâche. » Tous ces livres sont pleins de passages où on est dit « l'heure est arrivée ». Mais d'abord, faisons encore une petite fête avec des chants et des danses. Ça, c'est les Gai Savoirs. Et après, à partir de Zarathustra, il y aura donc cette tâche nouvelle. Mais donc, pourquoi? Pourquoi l'heure est arrivée? Quelle est cette tâche que Nietzsche se sent désormais capable d'aborder? Elle consiste en un double mouvement de la pensée. Essayons de l'expliquer brièvement avant de revenir à Carmen, que nous avons laissé en attente à Gênes. D'une part, Nietzsche mène une recherche historique et généalogique qui vise à comprendre quels ont été les points culminants atteints par l'humanité. D'autre part, il conduit une réflexion philosophique qui vise à former un type d'homme supérieur à travers un développement harmonieux et joyeux des passions et des talents individuels qui les rend capables d'accepter et même de vouloir l'éternel retour de l'identique. Ces deux mouvements sont axés sur la Méditerranée. Premier mouvement. En utilisant des textes d'histoire, d'anthropologie, d'éthologie, aussi bien que des textes littéraires, Nietzsche cherche à comprendre l'origine et l'évolution des différents systèmes moraux, en les considérant comme un langage mimique des passions, comme il écrit dans la généalogie de la morale. Il discerne ainsi dans l'histoire de l'humanité des cultures supérieures, c'est-à-dire capables de vivre en joie et en harmonie dans le monde de l'immanence, en développant toutes les potentialités de l'humain. Et il les énumère sur la Grèce ancienne, l'Empire romain, la culture mauresque d'Espagne, l'âge des troubadours de la Provence et la Renaissance italienne.
christianisme et germanisme, par rapport à ces points lumineux de l'humanité, tous situés dans la Méditerranée, vous voyez, Nietzsche considère le christianisme et les peuples allemands comme facteurs de régression. On a parlé parfois de, vous le savez peut-être, on a germanisé parfois Nietzsche, on l'a parfois même nazifié, si on peut dire comme ça. Eh bien, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire dans pourquoi on a essayé de faire cette opération culturelle à l'intérieur du Troisième Reich. Il y avait des intellectuels, on peut les appeler comme ça, qui étaient complètement opposés et d'autres qui étaient pour. On a essayé de gommer certains aspects de sa philosophie parce que ça ne collait pas du tout avec le germanisme. Finalement, on a décidé de les germaniser. Mais si on a découvert, les chercheurs qui ont pu lire les manuscrits, qui étaient inaccessibles jusqu'à une époque récente, et surtout ceux qui suffisait de lire ces ouvrages, si vous lisez les ouvrages et les manuscrits, vous vous rendez compte que Nietzsche détestait l'Allemagne. Dans une lettre, il dit « Je ne suis pas un de leurs, je ne suis pas un Allemand ». C'est même excessif parfois par rapport... Parfois, on peut dire que c'est même, comment dire, la fascination de l'homme du Nord pour les Suds, mais c'est ainsi. Les textes sont formels. Et donc, je vous cite juste quelques passages. Dans ses derniers ouvrages, surtout, l'Antéchrist et Ecce Homo, Nietzsche n'a pas des mots assez durs contre le christianisme d'un côté et l'Allemagne de l'autre. L'Allemagne qui, à l'époque, faisait une politique, même d'un point de vue politique, très agressive des nationalismes. C'est l'époque des Bismarck, des luttes contre la culture, les Kulturkampf, qui, en réalité, étaient pas pour la culture, dit Nietzsche, mais était contre la culture. Mais bon, dans l'Antéchrist, Nietzsche explique que le christianisme nous a privés de la moisson de la culture antique, et plus tard, de celle de la culture islamique. Donc l'Empire romain d'un côté, et puis ce que Nietzsche appelle la merveilleuse civilisation morte d'Espagne, au fond plus proche de nous, parlant plus à nos sens et à notre goût que Rome et la Grèce, a été foulée aux pieds. Et je préfère ne pas penser par quel pied. Les Allemands, quant à eux, avec la réforme protestante, ont frustré l'Europe de la dernière grande époque, de l'époque de la Renaissance. Et finalement, conclut Nietzsche, en s'opposant aux tentatives d'unification de l'Europe menées par Napoléon, les Allemands ont sur la conscience tout ce qui a suivi, tout ce qui existe actuellement, la maladie et la déraison la plus destructrice des cultures qui soit, le nationalisme, cette névrose nationale qui met les peuples les uns contre les autres. Donc ça, c'était l'analyse historique de Nietzsche. Deuxième mouvement, c'est un rêve. Parlons aujourd'hui des porteurs de rêves. Nietzsche porte les rêves d'une nouvelle civilisation méditerranéenne à bâtir non pas avec l'épée et les droits, comme l'avaient fait les Romains, mais avec la plume et la poésie, comme l'avaient fait ou avaient commencé à le faire les Provençaux et les philologues poètes de la Renaissance italienne. Les philosophes ont toujours cultivé l'ambition de créer une petite communauté d'individus qui puissent produire une profonde transformation culturelle. Il a essayé une première fois de donner forme à son rêve en participant à partir de 1869 au projet de renouvellement de la culture allemande promu par Wagner avec la fondation du théâtre de Bayreuth. C'était ça, l'essence de son engagement à côté de Wagner. Mais ces rêves s'étaient bientôt transformés en cauchemars, car au lieu de célébrer les valeurs de la vie et de la terre, comme c'était d'ailleurs le cas, comme c'était le cas chez les jeunes Nietzsche, qui était un 48 ans, qui avait fait la Révolution, qui a écrit l'œuvre d'art et la Révolution, dans ce sens-là, Feuerbachien. Mais à la fin de sa vie, il privilégiait une dimension métaphysique dont seul le génie artistique possédait la clé et l'utilisait comme moyen de domination sur les masses des spectateurs et des disciples fervents. De plus, c'était un cauchemar nationaliste et antisémite qui prenait l'existence d'un peuple élu, l'Allemagne du Reich. Et tous les autres peuples auraient dû suivre les vertus du peuple allemand.
Après l'éloignement de Wagner, survenu au cours de son séjour en Italie du Sud, à Sorrente, à l'automne 1876, Nietzsche a caressé l'idée de fonder un couvent des esprits libres. Une école des éducateurs, comme il écrit, qui s'appuyait sur les constats que nos éducateurs ne sont pas eux-mêmes éduqués, qu'il n'existe pas d'aréopage de la civilisation qui prenne en considération la bonne marche intellectuelle de tous les genres humains sans tenir compte des intérêts nationaux. Un ministère international de l'éducation. Vous voyez, Nietzsche pense toujours à l'éducation, à la culture, quand il a ses rêves internationaux et même mondiaux. La fin du séjour à Sorrente signale également la fin du projet. Là, vous voyez les couvents des Capucines que Nietzsche pensait déjà de choisir, comme il avait déjà projeté d'acheter et de choisir comme siège de son école des éducateurs. Après une dernière tentative maladroite de fonder une petite communauté avec Paul Rée et Lou von Salomé à Vienne ou à Paris, Nietzsche déplace définitivement ses rêves dans l'avenir et écrit son Zarathustra. L'homme qui agit se dissout définitivement dans l'homme qui écrit, et ainsi faisant, il agit mieux et plus longuement. Dans Ainsi parlait Zarathustra, les parcours pédagogiques pour la construction de nouveaux individus et d'une nouvelle civilisation se réalisent sur les îles Bienheureuses. Vous vous souvenez des Zarathustra? Zarathustra commence par prêcher une première fois devant la foule. Et il parle sur la place du marché dans un langage simplifié, adapté à la communication des masses, et il se trouve ridiculisé. Il comprend alors que sa tâche n'est pas de devenir le pasteur d'un troupeau, mais d'en détourner beaucoup du troupeau, comme il s'exprime lui-même. Les discours des Zarathustra servent donc à former ses disciples. Ces mêmes disciples qu'à la fin des Zarathustra recevront la tâche de cesser d'être disciples et de s'éloigner du maître, car on ne devient pas maître, y compris de soi-même, si on reste disciple. Mais la première et indispensable étape vers la libération de l'esprit est l'éloignement de la masse, qui sert à prendre du recul par rapport aux idées dominantes afin de pouvoir les analyser et les modifier. De là l'importance de l'image des îles bienheureuses que vous trouvez à plusieurs reprises dans Zarathustra. Essayez de le relire ou de le lire pour la première fois en cherchant tous les passages où il est question des îles bienheureuses. Ce sont des points pédagogiquement très importants dans les dispositifs justement pédagogiques des Zarathustra. Or, l'image des îles bienheureuses vient d'une tradition vieille des 30 siècles, répandue chez tous les peuples de la Méditerranée, surtout entre les Grecs et les Romains, mais probablement aussi entre les Phéniciens et les Carthaginois. Et Nietzsche se place consciemment dans cette tradition, ce qui révèle aussi, entre autres, l'héritage grec d'Ainsi parlait Zarathustra. D'après les lettres, nous savons en outre que Nietzsche avait pris comme modèle des îles bienheureuses une île qui se trouve devant les golfes de Naples, l'île d'Ischia. Mais donc cela veut dire que dans l'utopie nietzschéenne, le lieu à partir duquel se propage la création des disciples de Zarathustra est situé sur une île de la Méditerranée. Une île qui a une histoire millénaire, parce qu'elle représente les liens entre la Grèce et l'Italie. Historiquement, Ischia est la première implantation grecque en Italie, fondée sous le nom de Pittacus par des colons grecs provenant de l'île d'Eubée au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Après Zarathustra, Nietzsche continue de remplir ses carnets par des notes et des titres pour de nouveaux livres à écrire. Cette activité littéraire aboutit à Par-delà les biens et les mal, que les philosophes publiera en l'été 87. Plusieurs brouillons de ce projet littéraire nous montrent que Nietzsche a songé un moment à intituler ce nouveau livre « Gaius Saber »,
prélude d'une philosophie de l'avenir. Ce qui témoigne de la persistance du motif provençal. Et dans les brouillons de ce livre, de ce projet de livre, Nietzsche écrit que pour retrouver les conditions d'une civilisation supérieure, il faut reconquérir la santé méridionale et la secrète vigueur de l'âme, pas à pas devenir plus vastes, plus supranationaux, plus européens, plus supra-européens, plus orientaux, enfin plus grecs. Car la grécité a été la première grande unification et synthèse de tout le monde oriental et par là précisément l'origine de l'âme européenne, la découverte de notre nouveau monde. Force est de constater que pour Nietzsche, la Méditerranée a été le berceau des moments culminants de la culture du passé et qu'elle saura accueillir la culture de l'avenir. Certains traits de ce nouveau monde, Nietzsche les trouve préfigurés dans une autre image méditerranéenne, cette fois une image artistique, la Carmen, de Georges Bizet. Et retrouvons donc notre partition annotée et essayons de lire et de commenter ensemble les quelques annotations à marge, une partie des annotations à marge que Nietzsche y a inscrit. Carmen, c'est quand même l'histoire d'amour, même si ça tourne peut-être mal. Commençons donc par l'amour. L'amour des cigarières. Voilà. La note, vous l'avez lu, de la main de Nietzsche, la suivante. Ces cœurs est comme la brise qui souffle dans les jardins d'Épicure. Réfléchissez à ce qui ici est idéalisé. Les cigarières suivent avec les yeux la fumée qui monte vers le ciel et elles chantent les doux parler des amants, c'est fumée. Leur transport et leur serment, c'est fumée. Donc ce qui est idéalisé dans ce cœur est la nature transitoire de l'amour. L'idéalisation des aspects, l'idéalisation, on idéalise quelque chose qui est absolument transitoire. On valorise ce qui est transitoire. Pour un philosophe de l'immanence, c'était assez significatif. Donc l'idéalisation des aspects les plus éphémères de la passion d'amour constitue une antithèse criante par rapport à la philosophie du Tristan et Isolde de Wagner. Hein, oui. Nietzsche a toujours comme modèle, pas comme modèle, comme référence polémique, les compositeurs qui avaient le plus succès à l'époque, hein, donc Richard Wagner. Et donc dans son Tristan et Isolde, l'union éternelle des amants, éternelle, était considérée comme premier pas pour la réunion de l'individu fugitif avec l'être immuable. Par contre là, dans les corps des cigarières, on valorise ce qui est transitoire, qui n'est pas immuable, qui change. Et pourtant, dans Carmen existe également une figure qui représente une forme d'amour stabilisé et conventionnel. C'est Michael. C'est une figure qui n'existait pas dans la nouvelle de Mérimée. C'est un coup de génie de Meilhac et Halévy, les librettistes, qui ont compris que, bon, dans un roman, on peut expliquer, mais sur scène, il faut montrer. Et donc, pour montrer quelque chose d'excentrique comme Carmen, il faut savoir où est le centre. Et le centre est Michael, qui est le pendant de Carmen. Il y avait juste une petite note dans Mérimée, et tac. Meilhac et Halévy, ils ont forgé à partir de ça un personnage d'opéra. C'est le soprano là, classique qui chante à l'ancienne, pour ainsi dire, chante comme Gounod, au point que pendant la première, Gounod, qui était présent, a commencé à
à faire voir son enthousiasme pour signifier que quand même c'était quelque chose qui venait plutôt de lui. Donc il était allé même jusqu'à accuser Bizet des plagiats, mais c'était volontaire, c'était la faire chanter comme Gounod, comme les héroïnes traditionnelles. Et Nietzsche avait tout de suite perçu les caractères inappropriés de cette figure. Il n'avait pas vu, il faut dire, il n'avait pas vu les coups de génie de Méliès-Calivi, mais il avait senti immédiatement que là, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Mérimée. Et donc il note, ces duos n'est pas de mon goût, trop sentimental, trop tannhäuserien. Donc encore une fois, Wagner. En plus, la culture de la mer est française, moi je dirais plutôt aussi italienne, mais bon, c'est là, nous les ressentons différemment, nous les Allemands. Et c'est intéressant parce que Nietzsche ne savait pas que Wagner avait écouté à Vienne, comme je vous avais dit en 1975, Carmen, et avait apprécié justement ces morceaux-là. Justement, pour Nietzsche, les duos étaient beaux, mais trop sentimentaux. Pour Wagner, il était beau parce qu'il était sentimental. Nietzsche, il apprécie quand même l'invention mélodique des Bizet, surtout par rapport aux airs wagnériennes, et il commente, ironique, à côté de ces passages que vous connaissez sûrement, c'est l'air de Michaela. Voilà, et Nietzsche écrit, vous l'avez lu, ce duo n'est pas de mon goût, trop sentimental, etc. L'autre fois, et maintenant il écrit quand même harpe. Voici ce que Wolfgang von Eschenbach voulait chanter comme éloge de l'amour, mais il n'a pas trouvé la manière, devise, ça veut dire la manière, mais ça veut dire aussi la mélodie. Il n'a pas trouvé la mélodie, la manière de le faire, et il a dû se contenter d'exprimer son aspiration à cet éloge. Et Nietzsche, encore une fois, se réfère donc à Tannhäuser. Là, vous l'avez, l'air, pour ainsi dire. Et nous allons l'écouter. Il y a les différents chanteurs qui chantent leur nuage de l'amour. Et ça, c'est l'air de Wolfgang von Eschenbach. Voilà, ça c'est la mélodie, ou plutôt l'aspiration à la mélodie de Wolfgang von Eschenbach dans Wagner. Continuons à parler d'amour, mais en faisant un petit détour par l'épigramme. À la fin de l'ouverture, Bizet présente les thèmes des Carmen, qui reviendra presque comme un leitmotiv wagnérien, chaque fois qu'il sera question de l'essence la plus profonde de la bohémienne: amour, liberté, fatalisme, mort. Et c'est très intéressant, bon, on pourrait voir dans la partition, chaque fois que ces thèmes que vous allez entendre maintenant reviennent avec des modifications et dans quel contexte. C'est vraiment comme un leitmotiv. Nous l'écoutons. C'est la fin de l'ouverture.
c'est curieux, Nietzsche observe en marge un épigramme sur la passion. Ce que de mieux on a écrit à ces sujets depuis Stendhal sur l'amour. Alors, de passer la phase wagnérienne, ce que Nietzsche aime et demande maintenant aux arts n'est pas le dévoilement d'une dimension métaphysique, mais la force et la précision de la définition psychologique. C'est-à-dire la capacité de définir en 2 mots ou en 2 notes, 3 notes, 4 notes, des éléments aussi complexes que les passions. Les présents livres est une description détaillée et minutieuse de tous les sentiments qui composent la passion nommée l'amour. Voilà l'objet du livre de Stendhal, de l'amour, auquel Nietzsche se réfère et qui continue. J'ai fait tous les efforts possibles pour être sec. Je vais imposer silence à mon cœur qui croit avoir beaucoup à dire. Et Nietzsche fait justement l'éloge de la légèreté et de la finesse psychologique de Stendhal et de Bizet contre la fausse profondeur et l'hypocrisie morale de la philosophie allemande et du drame wagnérien, encore une fois. Son pamphlet, vous savez que Nietzsche a écrit un pamphlet en 1988 intitulé « Les cas Wagner », qui commence avec un éloge de Bizet, que je ne vous lis pas, mais qu'il faudrait lire parce que dans 2 pages, il arrive à condenser vraiment une description de l'opéra qui est citée d'ailleurs par tous les musicologues. Mais son pamphlet, Les cas Wagner, est certes une attaque contre Wagner, mais plus encore une attaque contre l'Allemagne. Nietzsche regrette d'autant plus que les Wagner vieillissants se soient germanisés. Nietzsche divise, comme je vous avais dit, un Wagner jeune et un Wagner vieux et germanisé, au point qu'il écrit dans Ecce Homo, dans son autobiographie, tout cela remonte au premier festival de Bayreuth. Que s'était-il passé, écrit Nietzsche? On avait traduit Wagner en allemand. Les Wagnériens l'avaient importé sur Wagner. Et pour cette raison, Nietzsche s'était enfui et avait commencé son autotraitement anti-romantique, anti-métaphysique, anti-germanique. Mais quand à Monte-Carlo, en 1986, Nietzsche écoute l'ouverture du Parsifal, il s'exclame « Wagner a-t-il jamais fait mieux ?» La suprême lucidité psychologique et l'exactitude au sujet de ce qui doit être ici dit, exprimé, communiqué, avec la forme adéquate, la plus brève et la plus directe, chaque nuance du sentiment étant développée jusqu'à l'épigramme. Et voilà que revient l'épigramme comme extrême exactitude dans la définition psychologique. Car ce que Nietzsche apprécie en réalité chez Bizet comme chez Wagner, c'est son propre style philosophique. Et même si cela n'a pas été souvent signalé par les interprètes, la caractéristique principale de ce style philosophique est sa force de définition. Si le monde est un cosmos, un tout ordonné et régi par un principe unique, alors les philosophes qui voudront les décrire et pour ainsi dire les renfermer dans un livre devront utiliser la forme systématique. C'est le cas de Spinoza, Hegel, Schopenhauer. Mais si le monde est un chaos qui n'est pas régi par un principe unitaire, et si le philosophe ne veut pas faire semblant d'avoir le mot magique pour expliquer l'essence ou le devenir de ces chaos, alors comment exposer ces quelques petites choses que nous avons quand même réussi à connaître? Nietzsche utilise l'aphorisme. Un bon aphorisme est capable de transmettre une connaissance de la façon la plus claire et la plus sèche, sans prétendre avoir dévoilé l'ultime secret du monde. Et c'est ça que Nietzsche apprécie, comme nous avons dit chez Bizet, comme chez Wagner. Autre chose, autre thème avec lesquels on peut réunir plusieurs annotations de cette partition, c'est le Sud, l'immoralisme et la béatitude du Sud. La musique de Bizet, selon Nietzsche, décrit la réalité sans moralisme, en faisant ressortir toute sa béatitude. Prenons un exemple, il y en a plusieurs. Un exemple que vous connaissez, bien sûr, c'est la Ségédille. J'irai danser la Ségédille
bord du Manzanillo, j'irai chez mon ami lo Spastia. Nietzsche glose. Voyons si on peut la voir. Pardon. Voilà. Szegedi, que j'admire beaucoup, comme texte aussi, elle est du même ordre que ma béatitude face à Gil Blas. Alors, près des noms des Stendhal, liés à les actitudes de la définition de la passion, Nietzsche laisse résonner ici les noms de Gil Blas, qui évoquent le Sud, l'immoralisme, la béatitude du Sud. Il se réfère bien sûr à l'histoire de Gil Blas de Saint-Yann d'Alain René Lesage de 1715. Et déjà, avant d'écouter Carmen, en 1880, Nietzsche avait noté dans un de ses cahiers « Je ne me laisserai jamais de Gil Blas. J'y respire. Aucun sentimentalisme. » Vous voyez, ça revient le sentimentalisme. Aucune rhétorique, comme chez Shakespeare. L'année suivante, il trouve en Carmen la représentation musicale de ces mondes qu'il aime, et le nom de Gil Blas revient dans ses cahiers. Et Nietzsche écrit « Pourquoi me vient-il presque régulièrement un si grand désir de Gil Blas et d'être en chef des nouvelles de Mérimée ?» Il y a toute une constellation. Gil Blas, Mérimée, Bizet. Est-ce que Carmen ne m'a pas enchanté plus qu'aucun autre opéra, où retentit à mes oreilles ces mondes qui m'est si cher, que tout compte fait, je n'abandonne jamais que pour 6 mois. N'oublions pas qu'après un an à Sorrente, en 1976, à partir des années 80, Nietzsche quitte l'Allemagne et s'installe dans le sud, c'est-à-dire entre Gênes et Nice, avec des voyages à Venise, à Rome, jusqu'à Messine, et des séjours estivaux en Engadine. Et encore donc en 88, nous trouvons dans un carnet à propos de Gil Blas, les Gil Blas, un pays charmant où on ne trouve pas d'Allemands. Prospère Mérimée, un pays encore plus charmant, on ne trébuche pas sur une seule vertu. Dans Carmen, Nietzsche trouvait donc un immoralisme joyeux, un monde peuplé des bohémiennes et des contrebandiers, qui n'ont pas des remords, des ressentiments, des mauvaises consciences, qui aiment la liberté et qui sont finalement heureux. Alors il y a d'innombrables passages où Nietzsche souligne cet aspect. Là, j'ai choisi la chanson bohème. Vous voyez, c'est Gil Blas à nouveau qui revient. Et à cette vie méridionale, libre et gaie, selon Nietzsche, s'associent les courages et les fatalismes, qui sont notre dernier point. Alors, les fatalismes et les courages prennent différentes formes d'expression. D'abord, vous imaginez tous, c'est le cas du toréador, qui incarne de ses courages. Messieurs les officiers, je vous... Un moment. Il est un peu trop courageux. Les toréadors incarnent de ses courages l'expression publique, autorisée par la loi et même frivole. Comme Bizet l'a marqué sur la partition, piano avec fatuité. Hein? Justement, c'est... Et Nietzsche écrit que les personnages d'Escamillo ne pouvaient pas être représentés de manière plus caractéristique. Et on l'écoute quand même un petit peu, si vous voulez bien. Et si mon ordinateur a envie de le faire, non, pas encore. Pardon. Messieurs les officiers, voilà. Je vous remercie. Enfin, vous le connaissez sûrement. C'est une belle scène. Et on voit vraiment ses caractères. Voilà. Frivole. Alors, pardon, là, je suis en train de me tromper. Messieurs les officiers, je vous remercie. On y va. Ah, voilà. Je voulais vous faire écouter ça, quand même, que tout le monde connaît, mais c'est intéressant ce que Nietzsche écrit dans les marges. C'est la chanson. Allons,
voyez, là, c'est intéressant dans la mise en scène parce qu'ils ne les prennent pas au sérieux, pas du tout. Ils savent que c'est pas tragique, c'est frivole. Et quand même, ça représente une partie de cette disposition au courage, au fatalisme. Et Nietzsche écrit, donc, je l'ai souvent entendu chanter dans la rue, elle est entrée dans les sangs des Genois, dans les miens aussi. Donc, ces sangs génois parmi les Genois. Mais quand on parle d'héroïsme, ah non, attention, je voulais juste vous montrer aussi un petit détail, parce que Nietzsche est vraiment attentif. Pas seulement, il est attentif à tous les détails. Par exemple, là, il note, à propos de ces sol bémol dans les basses qu'on va entendre, il note, c'est comme si les taureaux mugissaient. Hein, vous allez l'écouter, vraiment, il regarde tous les détails de la partition. Non, non, non. Pas encore. Faites attention aux basses. C'est la fête des gens. Et voilà, assez fin quand même. C'est pas uniquement les grandes idées philosophiques, c'est vraiment... Donc revenons à l'héroïsme et au fatalisme. Parce que quand on parle de ça, on pense tout de suite, bien sûr, à Carmen. Carmen elle-même, hein, qui a eu les courages de vivre et de mourir selon sa morale bohémienne. Et c'est intéressant parce que si vous prenez les cas Wagner, désolé pour la qualité de la reproduction, mais ça c'est les cas Wagner de Nietzsche. Et au début, donc, je vous parlais de l'éloge de Bizet, et dans cet éloge de Bizet, il y a des mots qui reviennent plusieurs fois. Et Nietzsche, notamment les termes fatalisme. Nietzsche écrit « Cette musique est méchante, raffinée, fataliste. Elle reste pourtant populaire. Son raffinement est celui d'une race, non d'un individu. » Et plus loin, il écrit « Enfin l'amour retransposé dans la nature originelle, non pas l'amour d'une vierge idéale, mais l'amour conçu comme un fatum, une fatalité, l'amour cynique, innocent, cruel. Et c'est justement là qu'est la nature. Donc Carmen est libre face aux hommes, fataliste face au destin. Et les destins s'annoncent dans un morceau célèbre, placé au milieu de l'opéra. C'est le célèbre air Descartes. D'ailleurs, on a un manuscrit qui témoigne du fait que Bizet lui-même avait participé à la rédaction de ce morceau en particulier. Alors vous voyez, Nietzsche par contre n'a pas la version française parce donc à l'étranger, on utilisait toujours la version italienne ou allemande. Et donc lui, il avait acheté une partition qui était publiée par Sonzogno et qui était en italien et en allemand. C'est intéressant parce que si vous étudiez la bibliothèque posthume de Nietzsche, comme nous sommes en train de faire, c'est-à-dire les livres de sa bibliothèque personnelle avec les annotations, cela vous permet presque de... Enfin, vous transformez le texte de Nietzsche en son. Parce que là, on sait exactement, quand Nietzsche dit fatalisme en 88, il a sûrement en tête la note à marge qu'il avait fait en 81 sur la partition. C'est indiscutable. Mais revenons à Carmen. Lorsque dans le premier acte, Carmen avait fait son apparition avec la fameuse chanson de l'amour comme un oiseau rebelle, son érotisme et son pouvoir de séduction étaient d'irrésistibles forces de la nature. Vous vous souvenez? Et Nietzsche avait bien écrit à ces points de la partition. Nous allons les voir.
Mais l'écoutons d'abord. L'amour d'un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien enfin qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait, c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Eros, comme l'ont ressenti les anciens, séduisant, joueur, méchant, démoniaque, irrésistible. Sur la scène apparaît une véritable sorcière. Je ne connais rien de semblable à cette chanson. Il faut la chanter à l'italienne et non pas à l'allemande. Mais donc, c'était comme une force, une irrésistible force de la nature. Mais dans la scène des cartes que nous avons vue tout à l'heure, pour la première fois, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de plus fort que l'érotisme, que la plénitude de la vie et le soif de liberté de la bohémienne. C'est la contradiction entre la force de sa volonté et l'acceptation fataliste de son destin. Face à une mort qu'elle sait certaine, elle résiste. Elle résiste, elle défie son destin, comme auparavant avait défié les hommes, même si elle sait qu'elle ne pourra jamais lui échapper. Avec ces présages, cette sentence de mort dans le cœur, Carmen arrive jusqu'à provoquer son destin. Elle va à Séville, à la corrida, elle suit son nouvel amant. Elle est brave, elle n'est pas femme à trembler. Elle chante plutôt, l'homme m'avait même dit de craindre pour ma vie, mais je suis brave et je n'ai pas voulu fuir. Je reste, je l'attends, elle dit. Je vais lui parler. C'est comme si elle voulait parler avec les destins. C'est Don Juan qui invite à dîner la statue du commandateur. Carmen sait bien qu'elle ne pourra pas négocier avec l'amour, avec la passion, avec la mort. Et c'est ce mélange de courage, passion, mort que Nietzsche sent résonner dans les préludes du dernier acte. Et voici donc les annotations que Nietzsche, qui s'enchaînent les unes après les autres. Vous les voyez presque au rythme de la portée. Donc, oh, comme les cœurs bas, comme il me donne la calme face à ma seule pensée, la pensée de la mort. Au théâtre, ces passages, j'ai demandé 2-3 fois chaque soir. Et moi, je me suis amusé à lire les journaux italiens de l'époque à Gênes, les Carfaro, qui faisaient les comptes rendus de la... Et ils disent effectivement que chaque soir, 2-3 fois, ce passage était réclamé 2-3 fois. Il y a du son génois là-dedans, magnifiquement orchestré, orchestre en instrument à cordes, il donne des indications à son ami compositeur, et c'est la fièvre de la passion prête à la mort. Et voilà. Et nous arrivons ainsi au duo final, qui pour Nietzsche c'est un chef-d'œuvre d'art dramatique à étudier, il dit à son ami compositeur, par ses gradations, par ses contrastes, par sa logique, etc. Mais, donc, le final est ce chef-d'œuvre, justement, dramatique. Mais ce qui est intéressant, je voudrais vous l'expliquer brièvement, est que Nietzsche avait perçu la présence du drame dans l'amour entre Don José et Carmen, même avant, à un endroit où on ne soupçonnerait pas. C'est la chanson du fleur. Vous vous souvenez de la chanson du fleur, non? Et c'est
C'est une déclaration d'amour des Don José. Mais à la fin, il y avait un passage qui faisait pressentir la tragédie. Parce que Don José termine sa déclaration d'amour avec un Carmen, je t'aime, bien sûr, chanté sur un do qui est, ou devrait être, la sensible de la tonalité des ré bémol majeur, et que l'on imaginerait donc harmoniser avec une septième des dominante, comme veut l'école. Surtout après l'accord précédent, vous allez l'entendre, qui est l'accord des sixte quartes cadentiel, donc qui est la cadence typique à l'italienne, classiquement préparée, mais à ce point de la partition, Bizet fait intervenir une harmonie complètement différente et troublante, dépaysante, unheimlich, on aurait envie de dire, suivie, comme si rien n'était, par une résolution sur la tonique des ré bémol majeurs avec les plans d'orchestre sur le thème principal. Vous allez l'entendre, faites attention à ce que... Voilà. Là, elle commence. Il prépare la cadence. L'accord de préparation. Voilà. Et puis, on y va. Septième des dominantes. Voyez les dos. Va bien. Mais lui, il est resté quand même choqué. C'est très bien cette mise en scène parce qu'on le voit. Et après, il comprend pourquoi. Elle lui dit non, tu ne m'aimes pas. Ça va pas. Et Nietzsche, vous voyez, il a mis 3 petites croix. Il a vu tout de suite que là, il y avait quelque chose. C'est comme si la terre avait manqué sous les pieds des gens Don José. Et le commentaire de Nietzsche à ces passages, qui explique aussi les 3 croix, cette déclaration d'amour est belle et effroyable en même temps. En même temps. D'ailleurs, la veuve de Bizet a raconté qu'à l'entracte, les directeurs de l'opéra comique et plusieurs musiciens, y compris les chefs des chants, avaient supplié Bizet de supprimer cette cadence, parce que ça n'allait pas du tout, ça choquait les publics. On l'avait déjà vu dans les répétitions, il y avait eu des émeutes presque à l'orchestre, parce que ça n'allait pas, on ne fait pas comme ça une cadence. Mais Bizet avait tenu bon, parce que ça avait une fonction précise d'anticipation dramatique par rapport à la dernière. À Nietzsche, tac, la voit immédiatement. Alors, c'est quoi cette tragédie? La mort de Carmen par Don José représente sur la scène les cas psychologiques d'une affirmation extrême de l'individualité. Pour s'échapper à la morale commune et n'obéir qu'à sa propre loi, elle va à l'encontre de la mort. Pour affirmer sa propre individualité, paradoxalement, elle la sacrifie. Alors, qu'à Don José, de manière également paradoxale, mais psychologiquement différente, il ne reste qu'une manière de manifester sa complète possession de Carmen, c'est-à-dire la tuer. C'est moi qui l'ai tuée. Oh, Carmen, oh ma Carmen adorée. Donc, Carmen met en scène 2 cas psychologiques extrêmes qui nous font reconnaître la nature égoïste et conflictuelle de la passion amoureuse. Et pour Nietzsche, il s'agit de la seule conception de l'amour qui soit digne d'un philosophe. Donc pourquoi Nietzsche, comme ses concitoyens genois, aimait cette histoire des bohémiennes et des contrebandiers? Parce que Carmen, pour Nietzsche, est quelque chose de plus qu'un opéra. Elle est la représentation d'un état d'âme philosophique fait de courage et de fatalisme, dénué de sentimentalisme et de moraline, comme il l'appelait.
Comme les Génois, se considère un découvreur et un conquéreur de terres nouvelles. La terre morale, il écrit, la terre morale aussi est ronde. La terre morale aussi a ses antipodes. Les antipodes aussi ont droit à l'existence. Il reste encore un autre monde à découvrir, et plus d'un, au navire, philosophe. Dans Carmen, ces antipodes de la réflexion morale ont déjà trouvé une préfiguration et un droit à l'existence, même si seulement dans le monde de l'opéra. Antipode par rapport à la morale courante, mais aussi par rapport à la vision du génie wagnérien et au parfum bouddhiste qui s'exhale du Tristan et qui, dans le Parsifal, se transformera en nuée d'encens. C'est ce que Nietzsche veut dire quand il se tourne vers la France contre les moralismes et les nationalismes allemands. Et il écrit dans un très bel aphorisme de Par-delà les biens et les mal, « La nature française renferme une synthèse relativement réussie du Nord et du Sud, qui lui fait saisir bien des choses et lui commande d'en faire d'autres qu'un Anglais ne saisira jamais. Son tempérament, qui périodiquement penche vers le Sud et s'en détourne, où bouillonnent de temps en temps les sangs provençales et ligures, le protège de l'effroyable grisaille du Nord. Encore de nos jours, on trouve en France une compréhension divinatrice, une prévénance à l'égard de ces hommes rares et rarement satisfaits, trop vastes pour qu'aucun patriotisme puisse jamais les combler, et qui, au Nord, savent aimer les Midis, et au Midi, le Nord. Ces Méditerranéens nés, ces bons Européens. C'est pour eux que Bizet a écrit sa musique, le dernier génie qui ait su voir une beauté, une séduction nouvelle, qui ait su découvrir un morceau du midi de la musique. Il faut méditerraniser la musique, ajoute Nietzsche, et la philosophie aussi, pour ne pas parler de la politique et de l'économie. Voici le message que Nietzsche nous a laissé. Nous ne pouvons pas dire que le XXe siècle l'ait parfaitement écouté. Espérons dans le XXIe siècle, même si cela n'est pas trop bien parti pour le moment. Je vous remercie. Bien. C'était un peu long, je m'excuse, mais nous avons encore quelques minutes pour la discussion. D'accord. Donc je voudrais d'abord et avant tout vous remercier, Paolo Di Orio, pour cette magnifique conférence, vraiment, qui est composée comme une partition, qui est orchestrée par un musicien. Donc c'était vraiment un très très grand plaisir de vous écouter, donc merci. Et peut-être je vais poser la première question, parce que c'est souvent difficile de démarrer. Donc là, vous vous arrêtez sur méditerraniser la musique. Moi, tout du long, je me demandais, mais au fond, est-ce que Nietzsche, dans ses écrits, a repris le mot Méditerranée? J'ai pas l'impression que ce mot apparaît. Oui, voilà. Donc ça, c'était une question. Voilà. Et puis peut-être si vous pouviez juste nous rappeler le parcours que Nietzsche a fait dans le Sud, pour qu'on voit un petit peu son voyage. On sait que ce voyage s'est quelque part arrêté à Turin. Et moi, j'ai encore une question. Alors, puisque tout ce cycle de conférences est en rapport avec l'exposition Le Noir et le Bleu ici au Mucem, Nietzsche lui-même, dans sa propre vie, dans son œuvre, comporte ces deux dimensions du noir et du bleu.
Et donc ici, il a été beaucoup question du bleu, un petit peu du noir à la fin, à travers ces choses sur lesquelles vous attirez notre attention dans Carmen. Mais on sait aussi que sa vie s'est achevée tragiquement à Turin, justement, avec cet épisode du cheval. Donc si vous pouviez un tout petit peu nous en dire plus alors sur cette conjonction du noir et du bleu chez Nietzsche lui-même. Oui. Merci pour cette question. Donc nous allons un peu contextualiser géographiquement. Nietzsche est né en Allemagne, à Rücken, à Naumburg. Il a fait ses études à Leipzig, à Bonn. Et ensuite, il a commencé à enseigner en Suisse, à Bâle. Mais après, son état de santé a commencé à décliner. Et aussi, son ferveur wagnérien, après les premiers festivals de Bayreuth en 1876, a commencé à décliner. Les deux choses ensemble l'ont poussé à demander une année sabbatique à l'université de Bâle pour se remettre de ses maux de tête. Il avait des maux de tête et des vomissements. Enfin, c'était surtout de la fatigue physique et psychologique, probablement. Et donc, il est parti avec un petit groupe d'amis à Sorrente. Et là, il a passé une année, qui pour lui reste presque une année, 10 mois, pour lui reste justement inoubliable dans sa vie. Il se réfère souvent à cette période parce qu'il dit qu'il a commencé à respirer pour la première fois et qu'il a pu se consacrer à l'écriture. C'est là qu'il avait déjà écrit quand même La naissance de la tragédie, Les considérations inactuelles, mais qui lui apparaissent au moment de Sorrente comme plus des ouvrages des propagandes wagnériennes. On peut même utiliser ces mots-là. Parce que c'était des ouvrages qui servaient justement à cette bataille culturelle pour la naissance d'une civilisation de Bayreuth, mais qui était en train de tourner dans une direction que Nietzsche n'approuvait plus. Donc il avait prévu toute une série de considérations inactuelles, et quand il arrive à Sorrente, il devait écrire en principe la 5e considération inactuelle, et finalement il renonce, il écrit à son éditeur, mais il commence à écrire les premiers aphorismes de sa vie, et finalement il va publier à la fin du séjour à Sorrente, Humain trop humain, qu'on devrait appeler plutôt Chose humaine trop humaine, mais enfin, ça c'est un autre discours. Et après cette période, il songe à abandonner sa chaire à Bâle pour des raisons de santé et commencer une vie de philosophe. Il dit, c'est très beau, à un certain moment dans une lettre, il dit « Jusqu'à ce moment, j'ai vénéré les sages, les philosophes. Maintenant, j'ai envie de commencer moi-même à être philosophe, à suivre cette voie de l'écriture philosophique. » Mais enfin, pour une série de raisons, il continue à enseigner pendant un an et puis sa santé vraiment décline. Et il est un des premiers retraités de l'histoire parce que les familles nobles, les notables plutôt, les notables de Bâle lui payent une retraite et lui permettent donc de commencer une vie au sud. Donc il repart au sud pour des questions de santé, mais pas uniquement. Il voulait retourner à Sorrente, mais il voulait s'embarquer à Gênes, mais finalement, il reste à Gênes. Il reste à Gênes et il passera plusieurs années à Gênes, avec des séjours l'été à Saint-Moritz d'abord et Sils Maria après. Et puis, à partir de Gênes, il découvre Nice, qui a davantage de jours de beau temps, l'air plus sec. Et il commence aussi à lire. C'est à Nice. À Nice, par exemple, il habitait dans la rue Saint-François-de-Paul, où il y avait les théâtres, où il écoute aussi Carmen, où il y avait la poste qui lui servait justement pour garder les contacts, et où il y avait la librairie Visconti, qui était une librairie, comme les librairies souvent à l'époque, qui était en réalité une salle de lecture, où on retrouvait toutes les revues philosophiques aussi européennes, où il pouvait emprunter des livres, il pouvait bien sûr acheter des livres, et tous les matins, il découvre ainsi la philosophie et la littérature française contemporaine. Alors, on connaissait déjà Montaigne, etc., mais il découvre là les contemporains. Et c'est très important parce que, il y a Mazzino Montinari qui est l'éditeur de l'édition critique de l'œuvre de Nietzsche, qui dit que Nietzsche, c'est en réalité un auteur français qui s'exprimait en allemand, pour dire combien cette littérature de la décadence, de la grande littérature de la décadence française, l'avait influencé à partir du séjour qu'il fait à Nice en 84. Et puis finalement, il continue à être entre Nice. Une fois, il va jusqu'à Messine,
Mais après, bon, il reste peu de temps, à Rome. Et puis finalement, il découvre Turin. Il découvre Turin et il est ravi parce que c'est justement c'est un mélange du nord et du sud. Mais à Turin, malheureusement, sa vie finit tragiquement parce que la syphilis dont il était presque sûrement atteint s'empire et donc il commence à... Bon, sa vie intellectuelle se termine. On a souvent évoqué l'image d'un philosophe fou, etc. Il faut être bien clair. À partir du moment où Nietzsche est atteint d'une crise grave, justement avec les chevals, c'est une légende, mais il paraît qu'il y a aussi un peu de vérité. Enfin, on a des témoignages qui disent qu'effectivement, il y avait un cheval qui était maltraité par son propriétaire. Nietzsche essaye de consoler le cheval, il se jette à son cou. Et à partir de ce moment-là, Nietzsche arrête d'écrire. C'est vraiment impressionnant. Son activité littéraire, ce n'est pas comme Hölderlin, par exemple, qui écrivait et revenait de la maison. Non, lui, il arrête à ce moment-là et il commence à se paralyser. C'est une paralysie progressive, comme c'est la diagnose de l'époque. Et effectivement, c'est dans l'esprit, mais c'est aussi dans le corps, parce qu'il n'arrive plus à bouger bientôt. Et donc, il vit ou il végète pendant 10 ans. Et c'est la sœur de Nietzsche, là, c'est toute une autre histoire, qui s'empare à ce moment-là du legs, du philosophe. Il comprend qu'il y avait des choses à faire. La sœur de Nietzsche, qui était antisémite et théotonique, on peut dire comme ça, elle avait fondé avec son mari, qui était un des premiers antisémites, une colonie allemande au Paraguay, qui existe toujours d'ailleurs, sauf que c'était mal passé, donc elle a été retournée en Allemagne et elle avait compris que les ouvrages de Nietzsche, que Nietzsche avait publiés dans la dernière période d'un compte d'auteur, commençaient à se vendre. Donc elle a dit, bon là peut-être il y a une autre colonie qu'il faudrait exploiter, et elle l'avait exploité à sa manière. Et là, c'est toute une autre histoire. Ça, c'est les bleus, c'est les noirs. Donc s'il y a d'autres suppléments d'informations, questions, curiosités, je suis là. Une question toute simple. Malheureusement, je ne connais pas bien l'œuvre de Nietzsche. Je la découvre petit à petit, mais dans son éclairage absolument génial de la composition de Georges Bizet, est-ce que l'on a des témoignages, je pose cette question, où Nietzsche serait non seulement entretenu avec son ami, allemand, mais aussi avec ses contemporains, ses voisins, les gens avec qui il pouvait vivre à Gênes. Est-ce qu'on a des témoignages des échanges qu'il aurait eus avec simple, j'irais, rapports amicaux ou voire même de voisinage à ce propos? Alors, dès qu'il découvre Carmen, Nietzsche tombe amoureux, pour ainsi dire, de cet ouvrage, et des autres opéras, et il en parle avec tout le monde. Enfin, il faut dire que Nietzsche avait une vie, il était un fugitif errant, comme il dit, lui. Il avait une vie, il était un solitaire. Il lui était resté avec quelques amis, donc Gast, Peter Gast, Heinrich Köselitz, lui avait rebaptisé Peter Gast avec un nom italien pour son lancement sur la scène. Il pensait que c'était un grand compositeur, là il s'est trompé. Et puis il avait un petit nombre d'amis. Alors il écrit dans ses lettres, inassablement à propos de Carmen à ses amis. Il en parle aussi à Gênes avec un musicien qui s'appelait Bungert, un musicien allemand, et qui était également passionné de Carmen. Donc nous avons plusieurs échanges qui nous sont restés. Mais, enfin, Nietzsche était dans un contexte, comment dire, très social, à l'intérieur d'un mouvement d'idées. Il était même l'intellectuel des pointes du mouvement wagnérien. Et là, effectivement, avec toute une série de contacts internationaux, etc., au moment où il tourne le dos à Wagner, et il commence sa voie des philosophes libres, il perd tous ses amis. Et donc, voilà, c'est intéressant, sa correspondance est magnifique, parce qu'on voit ce Nietzsche solitaire, fragile, finalement,
d'un point de vue incapable aussi de gérer parfois, parce qu'il était aussi malade, il était presque aveugle, incapable de gérer sa vie au quotidien, qui parfois s'enthousiasme pour certaines choses et transmet à tous ses amis, mais finalement c'est un petit nombre, un petit cercle qui est autour de lui. Ce qui est dommage, c'est qu'au moment où il sombre dans la folie, finalement, il commençait à être lu. Dans la couverture du K. Wagner, justement, de son exemplaire du Crépuscule des idoles, lui, il avait marqué les tirages de ses œuvres prévues pour les années 89, 90, 91. C'était des chiffres incroyables. Eh bien, il avait raison. Il avait raison parce que dès qu'il sombre dans la folie, c'est juste au moment où les gens commencent à le lire, à le découvrir, et au bout de 2-3 ans, il est un des auteurs les plus cités, les plus lus. Il le découvre aussi en partie grâce au K. Wagner, qui était composé comme un pamphlet. Lui, il écrit à son éditeur, on va vendre davantage que Nana. Mais il l'avait bien vu. Et à ce moment-là, Nietzsche aurait pu exercer à nouveau une fonction, et cette fois de manière durable et forte, sur la culture européenne. Si on faisait l'histoire avec les si, on peut imaginer qu'est-ce qui se serait passé avec Nietzsche en pleine forme intellectuelle au début du XXe siècle, opposé à l'Allemagne, comme il a toujours été après l'expérience de Bayreuth. Mais malheureusement, à ce moment-là, Nietzsche était réduit dans un lit et il n'entendait rien, il ne reconnaissait personne. Mais ses écrits, c'est à ce moment-là que ses écrits... Et l'éditeur va recevoir un tas de lettres des personnes qui voulaient rentrer en contact avec Nietzsche, mais lui, il est obligé de lui dire « Nietzsche n'est plus là ». J'aurais aimé savoir. J'ai été très intéressée par cette idée, les origines de la notion, de l'idée même de gai savoir, que le lien que vous faites avec les troubadours et le XIIe siècle méridional. J'aurais aimé savoir. Vous avez dit que c'est une découverte récente. Est-ce qu'il y a des écrits là-dessus, et notamment sur cette idée de point lumineux de l'humanité? Je trouve ça vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des écrits là-dessus? Et puis en même temps, ça m'a fait penser à Pasolini avec l'idée de Abjoy de Pasolini. On retrouve cette même idée, cette idée de la force, de la puissance de la poésie. Chez Pasolini, vous savez, je sais pas, Abjoy qui revient souvent. Et on retrouve cette même idée, donc je trouvais le lien vraiment très intéressant. Enfin bon, en gros, est-ce qu'il y a des écrits là-dessus sur le lien entre gai savoir et la philosophie des troubadours? Alors, oui, vous pouvez acheter, je ne vais pas faire de la publicité, mais dans le catalogue de l'exposition, justement, j'ai écrit un petit écrit sur Nietzsche qui essaye de préciser les liens que Nietzsche lui-même fait entre les gai savoirs et les Provençaux, et que les interprètes n'ont pas... ils l'ont vu, mais ils n'ont pas vraiment pensé jusqu'au bout ce que Nietzsche voulait dire avec ça. Ils se sont interrogés souvent, mais en quoi cette science... Parce qu'il y a le problème du terme allemand Wissenschaft, qui veut dire science, mais qui veut dire aussi savoir. Et bien sûr, c'est dans ce sens-là que Nietzsche le voit. C'est le savoir, c'est un savoir sur la vie. Ce n'est pas une science exacte qui doit être aussi gai. Donc, il y a toute une série d'écrits sur le gai savoir de Nietzsche, et qui parlent de cette idée que, bon, oui, Nietzsche, d'accord, la science, mais la science doit être gaie, donc elle doit, je ne sais pas faire quoi. C'est autre chose, c'est du côté plutôt de la culture, de la manière de vivre, de ressentir ce que j'essayais de vous expliquer, de ressentir le monde qui nous entoure. Donc, vous pouvez éventuellement lire ces petits textes que j'ai préparés, où je donne aussi la référence à ce texte de Giuliano Campioni, qui est publié dans un recueil intitulé « Lecture du gai savoir ». C'est un colloque qui s'est tenu à Pise il y a 2-3 ans, et avec des textes en italien, en français, en allemand aussi. Et donc c'est un recueil multilingue. Et voilà. Et malheureusement, mais c'est une découverte récente. C'est il y a 2-3 ans, qui nous donne la source. Et donc qui nous donne aussi les sens, qui nous font redécouvrir les sens, et qui nous permettent de nous éloigner de toute une série de spéculations qu'on avait faites sur les rapports entre
savoir et gaieté. Et ce n'est pas ça. C'est un rapport entre une culture qui avait un certain rapport à la vie et au savoir, et l'idée de Nietzsche de recréer à l'avenir, en s'inspirant de cette culture, une nouvelle civilisation, une nouvelle culture à l'avenir. Voilà. Bien, s'il n'y a plus de questions, allez, on va dire une dernière. Oui, merci. Alors, moi, je voulais revenir sur le thème de la mort, puisque Nietzsche, même avant sa crise de Turin, dans certaines lettres, montrait son désespoir. Il voyait lui-même sa maladie avancer, son avancement de la décrépitude, et il y a un ton un peu désespéré, où, je sais pas, il y a un contraste entre lui, comment il a vécu la maladie et la mort qu'il voyait venir, et justement fatalisme et courage qu'on voit, qu'il admirait, etc. Peut-être qu'il avait imaginé pour lui-même une mort plus dramatique, je ne sais pas, mais je ne sais pas quelle est votre idée par rapport à ça. Merci. C'est très important comme question, parce que effectivement, cela nous explique aussi la peur que Nietzsche a eue face à l'idée de l'éternel retour du même. Quand il... Bon, moi j'avais étudié la naissance de cette idée et toutes les références et les sources cosmologiques et scientifiques de l'époque. C'est très important parce qu'il y a tout un lien avec la thermodynamique, etc. Et donc à l'époque, c'était une hypothèse absolument plausible, reprise ensuite par exemple par Boltzmann, Ludwig Boltzmann, dans la théorie des gaz. À la fin de sa théorie de ses leçons sur la théorie des gaz, lui, il évoque l'idée, exactement la même idée de Nietzsche, de l'éternel retour d'un point de vue cosmologique. Donc, tous les événements vont revenir, bien sûr, dans un cercle qui est énormément long, dans un intervalle de temps qui est énormément long, mais nous allons nous retrouver ici, en ce moment, dans les mêmes, en prononçant les mêmes mots, dans les mêmes, habillés de la même manière, tout pareil. Ça, c'est l'idée de Nietzsche. Et pour lesquelles il trouvait toute une série de confirmations, même surgissait cette idée à partir de l'état de la science de l'époque. Mais lui, il a peur. Il a peur parce qu'il ne veut pas revivre sa vie. Pour lui, c'est le sommet du nihilisme. D'ailleurs, c'est intéressant, il y a un livre récent qui est sorti sur cette idée, sur cette question. Est-ce que tu veux revivre ta vie? Il y a un livre qui démontre comme cette interrogation revient depuis l'Antiquité d'un certain nombre d'auteurs. Et donc Nietzsche s'en sert aussi dans cette... Et c'est le plus fort argument contre la vie, contre le monde. C'est l'argument utilisé par les pessimistes qui disent qu'il vaut mieux ne pas être. Parce que si nous devons être, nous devons répéter aussi chaque fois, alors il vaut mieux arrêter tout de suite. Et donc lui, il a peur. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas. On peut comprendre aussi psychologiquement le fait qu'il n'arrive pas à l'exprimer, qu'il utilise Zarathustra, qui lui-même, Zarathustra, n'arrive pas à l'exprimer. Parce que si vous suivez attentivement Zarathustra, vous voyez que lui, il est le maître de l'éternel retour. Il est dit, moi je suis le maître de l'éternel retour. Mais il n'arrive pas à dire sa doctrine jusqu'à la fin du livre. Il commence, il le dit une première fois, après il s'arrête, il tombe malade. C'est dans la 4e partie qu'il arrive à le dire. Ce n'est pas lui qui le dit, c'est l'homme le plus laid qui le dit, qui représente les sens historiques. Donc celui qui connaît toute l'histoire du monde et de l'humanité surtout, et il sait que cette histoire gronde de sang, de douleur. Et donc, pour Nietzsche, c'est très difficile. Et donc, il y a des notes dans ses cahiers où il dit Zarathustra, c'est celui qui va créer probablement des êtres, qui va donner naissance à l'avenir à des êtres qui seront en mesure de dire oui au retour de leur vie. Moi, j'ai essayé, mais hélas. Il écrit comme ça. J'ai essayé, mais hélas. Mais après, c'est curieux parce que un an après, on retrouve un autre fragment où il dit « Les moments où j'ai créé l'idée, j'ai créé l'idée de l'éternel retour, pour moi,
suffit à justifier toute mon existence. Donc, grâce à ces moments que j'ai eus, je suis ravi de pouvoir revivre, je supporte de revivre toute l'existence. Et c'est cohérent d'un point de vue théorique, parce que vous voyez, si tous les événements sont parfaitement liés les uns les autres, au point que le premier événement, premier pour ainsi dire, parce que dans un cercle, il n'y a jamais un premier moment, mais un moment A, en fait, est destiné à retourner et le moment B va le produire à nouveau. S'il y a un moment, Nietzsche dit, est-ce que tu as jamais vécu un instant tellement formidable que pour l'amour de cet instant, tu désires revivre tout? Bien, alors, tu peux justifier la vie. Donc vous voyez, donc, l'idée de la mort est pour Nietzsche toujours présent. Il était 2-3 fois au bord de la mort, parce que bon, sa maladie était vraiment très dure. Il dit, bon là, je reviens du monde des morts. Et ça explique aussi cette partie de sa philosophie, qui ne s'explique pas uniquement d'un point de vue, comment dire, subjectif. Je vous ai dit, ça s'insère dans toute une tradition philosophique et ça puise dans un débat qui était très vif à l'époque d'un point de vue scientifique, mais ça donne aussi cette couleur un peu tragique, si nous voulons dire comme ça. Bon, mais je pense qu'on va arrêter là. Simplement vous dire 2-3 petites choses. D'une part, que nous avons le livre de Paolo Di Orio, parce qu'il n'a parlé que de son texte dans Les Porteurs de rêves, mais il y a un livre, un ouvrage de Paolo Di Orio à propos de Nietzsche, donc dans notre petit coin librairie, la table là-haut. Vous dire aussi qu'à 20h30, il y a le film, il y a toujours une deuxième partie, aux Porteurs de rêves. Donc c'est un film d'Alain Jaubert à propos de Nietzsche, qui est très beau. Alain Jaubert est l'auteur de toute une série qui était un peu mythique sur Arte, qui s'appelait Palette, dans les années 90, je pense. Et puis aussi, vous donnez rendez-vous la semaine prochaine pour une autre très très belle figure des Porteurs de rêves, c'est Constantin Cavafis, qui sera présenté par Takis Theodoropoulos, qui vient de Grèce pour nous parler de Cavafis jeudi prochain. Voilà. À tout à l'heure pour ceux qui restent pour le film, et sinon, bonne soirée. Merci. Merci.